et bienvenue. Ceci est une tarentelle, ceci est le dernier jour de la Biennale de la danse de Lyon. Ceci est un après-midi donc sous le signe de la danse et de la danse pour tous. C'est notre pari aujourd'hui. Vous donner envie de danser, Dominique Hervieux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes chorégraphe, vous êtes directrice artistique de cette 15e Biennale qui a été créée ici à Lyon il y a une trentaine d'années à peu près. Tout ce qu'on voit ici, tout ce chahut, c'est de votre faute. Oui, un petit peu, oui. Qu'est-ce qui se passe? Et j'en suis fière. Ah oui, j'espère. Ce qui se passe, c'était, je trouvais que c'était bien de fêter la fin de la Biennale avec les spectateurs et non pas juste entre nous, comme ça se fait souvent. Ouais. Et donc j'ai inventé un concept qui s'appelle le Cinébal pour que tous ceux qui le souhaitent puissent venir danser avec nous à la fin de la Biennale. Donc là, on est au Transborder de Lyon. À votre avis, pour faire aimer la danse, il faut faire danser les gens? Un petit peu, c'est une des clés, hein, évidemment. Ouais. On peut aimer la danse sans aimer danser aussi. On peut aimer être juste spectateur, c'est avant tout une émotion esthétique, la danse, hein, voir des œuvres, bien sûr, et c'est peut-être le plus important. Mais en effet, quelquefois, en donnant aux gens l'occasion de danser, finalement, ils ressentent des émotions qui, après, les amènent vers une perception beaucoup plus large de culture chorégraphique, d'accès aux œuvres. Et donc, moi, je ne résiste pas, de temps en temps, à proposer aux gens de danser le plus possible, d'avoir ces émotions relationnelles, de vivre des instants sensibles. Et grâce à ça, plus largement, ils s'intéressent à la danse. Parce que vous avez l'impression que parfois le public peut avoir un peu peur de la danse, on va dire de la danse contemporaine en plus, donc il ne connaît pas forcément les codes. Oui, enfin, en tout cas, en effet, c'est comme l'art contemporain, c'est comme bien sûr tous les arts. C'est que dans certains cas, en effet, les œuvres ne sont pas directement accessibles quand on n'a pas certains codes, ça arrive. Il y a aussi l'inverse, hein, il y a aussi des œuvres qui ont une très grande force, qui sont ultra contemporaines et aussi qui ont un accès immédiat par l'émotion et par beaucoup d'autres choses. Donc il faut faire tout, il faut trouver des bonnes œuvres, il faut donner des clés, il faut faire danser et c'est ce que j'adore faire. Alors est-ce que ça fonctionne du coup? Est-ce que les Lyonnais que vous avez invités à danser, on va le découvrir d'ailleurs en images tout à l'heure, notamment pour cette tarentelle qui se passe dans les rues de la ville, est-ce que ensuite vous les avez vus venir dans les salles de spectacle? Oui, alors là on est un peu ces derniers jours, hein, donc le bilan n'est pas totalement précisé. Il y a une fréquentation record, 92% de gens dans les salles. Donc ça, c'est pour moi un grand pari et je suis très contente de cela. Après, la composition, évidemment, on le saura un peu plus tard. Je crois que oui, parce que tous ces amateurs, par exemple avec le défilé, il y a 4500 amateurs, on fait tout un travail d'éducation artistique, une présentation de la Biennale avec eux. Et je pense en effet que ça a eu des effets. J'espère que c'est celui-ci, en effet. En tout cas, c'est un très beau moment qu'on va vous faire découvrir au public puisqu'on est là depuis longtemps maintenant, donc à travers des images de ce qui s'est passé dans les salles, dans la rue également. Merci beaucoup Dominique Hervieux, je vais vous laisser retourner avec vos danseurs amateurs. J'ai un peu de travail. Oui, il y a un petit peu de boulot, il y a 2 heures de travail encore. Voilà. Merci beaucoup, à vous. À bientôt, à tout à l'heure. Nous, on va rester aussi sur place pendant toutes ces 2 heures. En tout cas, le navire amiral de cette émission, ce sera le Transborder, ici, où vous le voyez, le public va participer à un cinébal, on en a parlé. En gros, c'est une sorte de karaoké dansant. Le public va réinterpréter, apprendre et redanser des scènes de bal, de danse, issues de films célèbres. Et on va les retrouver tout au cours de cet après-midi. Mais on va aussi découvrir quelques-uns des moments forts, des spectacles clés de cette Biennale 2012. Et notamment 3 compagnies qui vont vous étonner, j'en suis sûre, 3 groupes de hip-hop japonais. Car figurez-vous qu'au Japon, actuellement, on trouve des danseurs de hip-hop très surprenants. Vous allez donc pouvoir voir leur spectacle cet après-midi. Nous les avons filmés ici à Lyon. Mais d'abord, avant tout cela, on en parlait, Lyon et la danse, c'est une longue histoire, c'est presque 30 ans d'amour. C'est donc une idylle qui fait de Lyon aujourd'hui une ville qui danse. C'est ce que Vincent Barthélémy va vous raconter en images et c'est tout de suite. Il existe un couple légendaire, ici c'est Lyon et la danse. Ils vivent ensemble depuis des lustres mais s'aiment comme au premier jour. Cet amour, 3 chorégraphes ont accepté de le traduire en mots. Bande-annonce. Ce que j'apprécie à Lyon, c'est le haut niveau d'exigence, mais avec une espèce de modestie. La relation de Lyon avec la danse, c'est quelque chose à voir avec la familiarité. Ça touche tout le monde. C'est pas du tout exceptionnel, c'est pas du tout élitiste, quelque chose de bizarre. C'est un langage qui intéresse vraiment le plus grand nombre. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont envie de bouger, ont envie de danser. Ça va beaucoup plus de soi peut-être que d'aller voir du théâtre ou de l'art contemporain. Je ressens pas tellement de prétention ici.
ni d'ailleurs d'une identité très marquée, où il faudrait se la coltiner, quoi, l'identité lyonnaise. Commençons par les présentations. Dominique Hervieux, chorégraphe donc, est la nouvelle directrice de la Biennale de la danse. On peut faire un test micro, s'il vous plaît? 1, 2, 3, Dominique Hervieux, chantier libre, sandwicherie, café. Merci. Jusqu'ici, tout va bien pour Dominique Hervieux. Le défilé, cérémonie d'ouverture de la Biennale de la danse s'est bien passé. Pire, c'est un succès. Le défilé symbolise l'amour de Lyon pour la danse. 4500 amateurs paradent devant 300 000 personnes. Le tout forme un cortège multicolore de 12 chars. Dominique Hervieux en assure la codirection avec Mourad Merzouki, chorégraphe lyonnais tendance hip-hop. Ça va, celui-là il claquait pas trop, parce que par moments on me le fait, puis j'entends plus les questions. Mourad, Dominique, si vous nous parliez un peu de ce défilé. On a tellement de demandes, tellement de volontaires à jouer le jeu, à participer au défilé, qu'à un moment, on est obligé d'arrêter les inscriptions. Chorégraphes de la région s'investissent là-dedans. Donc il y a un moment, il y a une espèce de puzzle qui fonctionne, où tout le monde y retrouve finalement sa fonction. Le chorégraphe de Vaux-en-Velin fait le défilé avec les habitants de Vaux-en-Velin, le chorégraphe de Valence avec les habitants de Valence. D'inviter les villes de l'agglomération à se retrouver tous au cœur de Lyon pour danser ensemble, ça apporte quelque chose à la fois d'original à cette ville, et en même temps, ça démontre bien qu'on est dans une ville où la population aime la danse et aime danser. Ultime appel. Passagers à destination de Rio-La-Pape, vol 140. Ce n'est pas un hasard si le thème du défilé cette année était Entre ciel et terre. Dominique Hervieux explique, l'art est l'oxygène d'une ville, de ses habitants. C'est ce qui nous fait décoller au-dessus du sol. Êtes-vous d'accord avec cette idée, chers participants amateurs, tout d'orange vêtus? Je commence? Allez, je commence. 3, 2, 1. Le défilé, c'est vraiment pour moi un symbole fort. C'est vraiment symbolique. Du fait que du mélange des populations qui vont au centre-ville de Lyon justement se représenter. C'est quelque chose qui vraiment fait bouger Lyon tout le temps. On se sent fier, on partage quelque chose. C'est vraiment, on va dire, communier toute la population ensemble pour célébrer la danse, et je trouve que c'est une belle image. J'ai invité tout le monde pour venir nous voir. Ça nous donne envie encore plus de danser. Et là, quand on arrive, on voit cette grande ligne droite avec tout ce monde. Et là, la musique commence très forte et ça fait pfff. Ça met les poils. C'est jubilatoire. Les amateurs, Dominique Hervieux en fait des VIP pendant la Biennale. Mais comme toute very importante personne, travailler avec eux est un art délicat. En effet, travailler avec des amateurs, c'est très particulier. C'est très particulier parce qu'on n'est jamais sûr du résultat jusqu'à la fin. Il y a une espèce de... C'est là où la magie opère, il y a une espèce d'alchimie quasiment au dernier moment où on n'est pas dans quelque chose de trop hésitant, de trop banal. Ce qui passe, c'est l'investissement sensible de ces gens-là, du plaisir qu'ils ont à le faire. Et ça se communique et là, c'est magnifique, c'est génial. Oui, c'est génial. Il suffit d'observer le char de Mourad Merzouki en pleine répétition pour le comprendre. Croyez-le ou non, c'est émouvant. Toutes les classes sociales sont là, tous les âges aussi. Et leur sourire montre à quel point ils prennent un sacré pied à danser tous ensemble. Là, faudra pas hésiter à aller voir le public. Ce qui me plaît, c'est que je suis en contact avec la société, avec les gens. Je viens du hip-hop, je viens de la rue, j'ai commencé par là et j'aime y retourner parce que ça me permet, dans mon travail de chorégraphe, de ne pas perdre de vue finalement l'essentiel. On place la deuxième main, on place la deuxième main. Et là, ça se dégonfle. Garde les bras en l'air. Allez, allez, ça se dégonfle. Plus vite, plus vite. Et là, on replace le ballon. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Je leur parle comme si je leur parlais à mes propres danseurs dans la compagnie. Ils sont extrêmement sensibles à ça. C'est-à-dire qu'ils font la différence entre un projet d'animation sociale et un vrai projet artistique. Mais les amateurs ne sont pas des pros. Tout est question de dosage. Le chorégraphe doit sentir à quel niveau artistique il peut les porter.
S'il est trop exigeant, ces danseurs perdent une vertu inestimable, leur spontanéité. Il a fallu prendre en compte ce public-là par rapport aux chorégraphies qui sont proposées. Donc à chaque fois, j'hésitais pas, en pleine transmission de la danse, à changer les mouvements pour que le plus grand nombre puisse faire la chorégraphie. Ah mais j'ai dansé. C'est dire que tout rentra dans l'ordre. Avec Julie, c'est tout le contraire ou presque. Julie, c'est Julie Desprairies. La chorégraphe aime aussi les danseurs amateurs. Mais elle ne travaille pas comme Mourad Merzouki, pas du tout même. Acceptez-vous que l'on parle un peu de vous, Julie? Si c'est un regard bienveillant, je suis tout à fait d'accord, mais il faut le garder. Pas d'inquiétude, Julie, vous nous avez émus. La chorégraphe mélange amateur et professionnel. Sa création s'appelle l'Opéra nell'Opéra. C'est une déambulation dans l'Opéra de Lyon. Le premier acte est joué dans le bar, le second dans la salle de répétition des chœurs et le troisième au studio de danse. Chacun se compose de petits tableaux qui représentent la vie dans les coulisses. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là si nombreux. On s'y attendait à ce que vous soyez si nombreux, mais ça fait quand même un effet bœuf. Ce jour-là, Julie Desprairies laissait paraître une certaine fragilité. C'était le jour du premier filage de son opéra moderne. Un filage, c'est-à-dire quoi déjà? C'est-à-dire qu'on va faire un bout à bout de tout ce que vous avez travaillé pendant un an avec moi, séparément. Évidemment, on aura le sentiment de quelque chose d'un peu mis bout à bout, mais pas encore très fluide. Donc, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, ou disons très original, c'est le processus créatif de Julie Desprairies. Les mouvements sont proposés par les amateurs eux-mêmes, ces danseurs lui apportent un peu, beaucoup. Énormément. Non seulement j'allais pas leur apprendre de la danse, mais en plus, je leur demandais de me fournir le contenu de ce qu'on allait développer. Ah, c'est super! Christina, c'est super ton truc. Par exemple, j'ai 2 orpailleurs. Je savais même pas ce que ça voulait dire, je connaissais pas ce terme. Nous non plus. Alors on a regardé dans le dictionnaire, un orpailleur c'est un chercheur d'or en 10 lettres. Et je suis allée les observer, enfin je suis même allée chercher moi-même de l'or dans le Gardon, enfin on a travaillé ensemble. Et comme c'est des gens depuis 10 ans, toutes les vacances, ils cherchent de l'or dans le Gardon, ils sont très précis sur les mouvements qu'ils font avec leur bâté, etc. Ce que j'aurais pas du tout pu obtenir comme type de qualité de mouvement si j'étais partie justement, encore une fois, de mouvements que je leur avais appris. Où là, on aurait vu la maladresse d'un corps qui n'est pas préparé pour travailler la danse. Dans le spectacle, ces orpailleurs symbolisent des comédiens qui répètent leurs gestes avant d'entrer en scène. Salut les gars, ouais! Les orpailleurs, ou ces gens qui nous font coucou, sont 2 exemples des nombreux tableaux de la création de Julie Desprairies. Ils sont assez solitaires, hein, les pauvres, en train de s'agiter là. Si vous les saluez, c'est très très gratifiant pour eux. Ouais. Ah, il le fait, merci. À travers ces tableaux, la chorégraphe veut nous faire sentir la vie cachée d'un opéra. Elle veut nous offrir de l'émotion. Ouais, j'aimerais transmettre l'émotion que j'ai, moi, ici, dans ce bâtiment. Je vois les danseurs en train de s'échauffer, ça m'émeut. Je suis au studio des chœurs, j'entends des gens qui répètent, qui s'échauffent la voix, ça m'émeut. Je voudrais transmettre une émotion presque enfantine de découvrir l'art en train de se faire à un haut niveau d'exigence. Et ça, si les spectateurs sont émus après avoir fait mon parcours dans le bâtiment, je serais très heureuse. D'accord, merci beaucoup. J'espère que ça va être un grand moment. Pardon pour le grand coup sur le micro. L'émotion aime faire escale à Lyon pendant la Biennale. La ville danse et ne boude pas son plaisir, à l'image de la tarentelle. Une idée, osons le mot, géniale de Mourad Merzouki. Le chorégraphe fait danser la foule place Bellecour. Il est très difficile de décrire l'incroyable intensité de ce moment. Même Mourad ne trouve pas les mots. De voir
plus combien ils sont, 10 000, 15 000, je ne sais pas combien ils sont, place Bellecour. On lève un bras, les 10 000 lèvent le bras. Je veux dire, si moi je ne lève pas le bras, j'aurais l'air con. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de masse qui marche très bien. C'est une danse qui est simple, qui est ludique. Et le fait de se sentir comme ça, embarqué dans cette espèce de foule, il y a un plaisir qu'ont tous les spectateurs, qu'ont tous les participants. Waouh! Super! D'ici, ça fait un effet d'optique, vous ne pouvez pas imaginer. On ne voit pas assez des moments où les gens comme ça sont ensemble, sont contents d'être ensemble, sont heureux d'être là, dégagent comme ça cette espèce d'énergie positive. C'est vrai que c'est des moments tellement rares que quand on en a, forcément, c'est intense, c'est puissant, ça prend des proportions explosives. Voici venu le temps de conclure ce chapitre. Et qui aura le dernier mot? Un amateur, bien sûr. Lyon devient à ce moment-là capitale mondiale de la danse. Et en dansant dans le défilé, tout en le sachant, ça décuple notre énergie. Nous sommes devant le monde. Et ça, c'est Lyon. Voilà, de retour au Transborder pour la 15e Biennale de la danse de Lyon. Les téléspectateurs allemands l'ont peut-être remarqué, il y a eu un petit problème technique sur le son du reportage que vous venez de voir, sur les aléas du direct, et on s'en excuse, ne nous en tenez pas rigueur. Vous le voyez, il se passe pas mal de choses ici. Thierry Frémaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Institut Lumière, qui possède donc un fonds cinématographique très important. Thierry Frémaux, vous, c'est plutôt le cinéma, on l'a compris, c'est Cannes également, le festival. Vous n'êtes pas danseur, à moins que... Non, pas du tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à voir avec ce qui se passe ici? Je suis d'autant plus admiratif de voir des gens qui font ce qu'on ne sait pas faire soi-même. Mais là, le concept inventé par Dominique Hervieux de ces ciné-balles fait que légitimement, on s'est mis à parler de tout ça tous les deux. Et puis comme le festival Lumière de cinéma du Grand Lyon commence dans 15 jours, c'était aussi une façon de faire un pont. On avait l'habitude de faire ça, non pas à chaque biennale, mais ça nous est arrivé souvent avec Guy Darmet autrefois. On avait même ouvert le festival il y a 2 ans avec Chantons sous la pluie. Et on aime bien mélanger un peu les arts. Moi, j'aime beaucoup et je suis très admiratif de voir comment le cinéma est utilisé par des gens de leur propre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de la danse, même les extraits qu'ils sont allés chercher, la manière dont on a échangé avec Dominique, c'est très stimulant. Alors là, ils sont en train de travailler sur Buck Private, c'est une séquence avec les Andrews Sisters qui chantent. C'est vous qui avez choisi les extraits de films, comment ça s'est passé? Alors celui-ci, en l'occurrence, qui est quand même un film dont seul Tavernier se souvient, c'est un film choisi par Dominique Hervieux, mais après on a parlé ensemble. Il y aura une démarche qu'il y a dans la prisonnière du désert de John Ford, la marche également de Van Gogh de Piala, il y a toute une... Et puis évidemment le bal du Guépard. Il y a à la fois des grands moments très 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 célèbres dans l'histoire du cinéma qui sont des moments de danse, et puis il y a des moments qui ne le sont pas, comme dans ce film-là. Et puis dès qu'on regarde, il y a quelque chose qui s'exprime de façon très forte et qui exprime aussi l'esprit d'une époque. Et là, on est carrément en direct dans les années 30-40. De ce point de vue-là, nous, encore une fois, on aime bien que l'histoire du cinéma, sans fioriture, presque dans l'irrespect le plus total, soit pris par des gens d'une autre discipline qui disent pour nous, le cinéma, c'est ça aussi. Comment vous expliquez d'ailleurs que quand on est... Là, je m'adresse à vous vraiment personnellement. Quand on voit sur un écran, sur un grand écran, des gens en train de danser, ça provoque une émotion très forte. Oui, alors vous avez montré les images de l'arrivée du défilé de la Biennale Place Bellecour qui montrent que la danse permet ça, permet de rassembler les gens, de vivre en direct quelque chose où les gens participent. Le cinéma, c'est une expérience différente. C'est une expérience intime, personnelle. On est dans une salle, on ne sait pas ce que son voisin fait, mais on est content qu'il y ait des voisins. On est content que les salles soient pleines. Et je trouve que de voir, de ressentir ce sentiment d'être à la fois esseulé et collectif,
C'est une chose qui... Puis après, il se trouve que les gens ont la culture. Quand on dit le bal du guépard, tout le monde sait de quoi il s'agit. Ouais. Et quand on voit les extraits là, ça vous donne immédiatement envie de le faire. C'est aussi ce que réussit cette expérience de Cinébal. Merci beaucoup Thierry Frémaux d'avoir participé à cette émission. Chose promise, chose due, maintenant place au hip-hop qui est un des axes majeurs également de cette 15e Biennale de la danse, avec donc le programme Japanese Delight qui rassemble 3 spectacles, tous très différents, vous allez voir. 3 spectacles que vous allez découvrir avec nous tout au long de cet après-midi. Et on va donc commencer avec Former Action, je ne vous en dis pas plus. Regardez. Merci beaucoup. Parfait.
Voilà, retour au Transborder de Lyon pour ce cinébal. C'est ça que vous découvrez, le cinébal qui clôt la Biennale de la danse de Lyon. Le cinébal, c'est tout simple, des amateurs sont conviés tous ensemble à venir danser, redanser en fait des scènes de films très célèbres. Là, en ce moment, vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais ce sont les Aristochats. Voilà, vous découvrez les Aristochats, tout le monde connaît les Aristochats. Le public est arrivé, il ne connaissait pas forcément la danse. Alors, il y a des ambassadeurs qui sont eux-mêmes amateurs, mais qui viennent leur apprendre les pas. Et tout le monde danse ici pendant 2 heures cet après-midi sur des extraits de films. C'est donc ce cinébal. Nous sommes donc au Transborder avec Bruce et Kanji. Bonjour Bruce. Bonjour Marie. Alors on a vu tout à l'heure Former Action qui est la première partie de ce programme Japanese Delight. C'est à vous qu'on doit la venue de ces danseurs de hip-hop japonais. Qu'est-ce qui se passe avec le Japon et le hip-hop? Déjà, personnellement, c'est une histoire d'amour entre le Japon et moi, puisque ça fait très longtemps que j'y vais et surtout ça fait très longtemps que j'y découvre des danseurs extraordinaires. Et dans le hip-hop, ça fait très longtemps que ces danseurs sont là et officient pour le hip-hop et ont une super image. Ils ont une super image dans le monde entier et ce sont vraiment des danseurs connus et reconnus dans le milieu hip-hop. Comment ça se fait que le Japon aime autant le hip-hop? C'est vraiment dans la culture des enfants, ils apprennent à l'école. Enfin voilà, le hip-hop n'est pas une danse réservée à une partie de la population, visiblement, au Japon. Non, exactement. C'est vraiment une passion effectuée par plein de monde. Et ça s'explique pas. En fait, c'est vrai que quand on va là-bas, on voit plein d'écoles. Il y a plus de 500 écoles à Tokyo, des petits danses, des grands danses. C'est vraiment un hobby comme le football ici ou autre. Alors là, on a vu Former Action. Ouais. Les 2 autres parties du Japanese Delight sont très très différentes. Par exemple, on va bientôt découvrir Ripple FX au cours de cet après-midi. Qu'est-ce qui définit par exemple le travail de Ripple FX? Alors le travail de Ripple FX, c'est un travail vachement plus axé sur le jazz, ce qu'ils appellent le bebop là-bas, qu'on appelle nous en France le jazz rock, et qui est très proche du street jazz en fait. Donc je les ai fait, on a décidé avec Dominique Hervieux de les faire venir aussi. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'il fallait montrer aussi des aspects différents de ce qui se passait là-bas et une panel de différents artistes. Voilà, et on a trouvé ça intéressant de les faire venir. Alors les derniers qu'on va découvrir, ce sera Mortal Kombat. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot aussi sur leur travail qui, encore une fois, n'a rien à voir? Alors Mortal Kombat, ce sont les superstars au Japon, ce sont des superstars puisque ils ont gagné pas moins de je sais pas, 3 fois le Dance Delight, qui est un événement majeur là-bas au Japon et connu dans le monde entier également, avec des battles gagnés effectivement. Et les Mortal Kombat, alors par rapport à leur travail, c'est vraiment moi je les appelle les petits mangas parce que vraiment graphiquement et dans la danse et dans l'énergie, il faut vraiment penser à ça. Il y a une dextérité incroyable et une humilité en même temps, donc voilà, j'apprécie vraiment ce groupe-là. Et alors ce que vous me disiez, c'est que tous les danseurs que l'on découvre ne sont pas forcément des danseurs professionnels. Non, effectivement, il y a des professionnels comme Mortal Kombat, mais dans Ripple FX, par exemple, il y en a qui ont dû déposer des jours de travail pour faire ce séjour. Et des fois, ils sont cadres au Japon, donc c'est pas du tout ce qu'on peut penser comme en France, la banlieue qui danse le hip-hop. Non, là-bas, c'est vraiment tout le monde qui peut arriver à danser le hip-hop. Merci beaucoup, en tout cas, Bruce et Kanji. On va découvrir quelqu'un que vous connaissez maintenant, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, c'est encore le Japon, c'est Yushio Amagatsu. Le buto, qui intéresse aussi les danseurs de hip-hop, j'ai l'impression. Forcément, par rapport à l'énergie, tout ça, on est vraiment intéressé par le buto également. Alors voilà, on va découvrir le buto. Je préfère vous dire aussi que là, c'est un des grands de la danse contemporaine japonaise. On découvrira aussi d'autres grands chorégraphes contemporains qui étaient présents ici à la Biennale de Lyon. On va découvrir le travail d'un Angelin Prège-Lecage ou d'un Philippe Decoufflé. Mais là, voilà, place est faite à Yushio Amagatsu. Vous allez voir de la force, une infinie fragilité, de l'espoir, un certain chagrin aussi. C'est vraiment une expérience, ce travail de Yushio Amagatsu. Je vous propose de découvrir ce portrait. Il est signé Vincent Barthélémy. With all due respect, sir, I believe this is going to be our finest hour. La compagnie Sangaijuku atteint votre âme. Évidemment, dit comme ça, là, personne n'y croit, sauf ceux qui l'ont vu sur scène. Son fondateur, Ushio Amagatsu, invite le spectateur à vivre une expérience unique, intime, une expérience sensorielle étonnante. Vous voulez regarder le cadre ? La création s'appelle Umusuna. Le chorégraphe l'a conçue spécialement pour la Biennale de la danse. Umusuna est un mot d'origine très ancienne.
C'est du japonais archaïque. Cela signifie l'endroit où nous sommes nés. L'endroit où nous sommes nés, ça signifie beaucoup de choses avec Ushio Amagatsu. Ça veut dire le ventre de la mer par exemple, ou la planète Terre. Ushio Amagatsu explore ce qui est propre à l'homme, les sentiments humains, communs à toutes les cultures. Son art est universel. Nous avons tendance à l'oublier dans la vie quotidienne, mais le corps humain se comporte de la même manière dans toutes les cultures du monde. Par exemple, un bébé, peu importe son origine, il a toujours besoin d'1 an pour se mettre debout. C'est un trait universel du corps humain. Cet apprentissage peut se décrire comme un lent dialogue entre l'homme et la terre. C'est cet échange muet avec la gravité terrestre que j'essaie d'exprimer par la danse. Explorer l'âme humaine, c'est l'essence du Buto dont s'inspire Ushio Amagatsu. Cette danse du corps obscur est née dans les années 60. En général, on l'associe à un premier boom, puis un second. Hiroshima et Nagasaki n'expliquent qu'en partie la naissance du Buto. Cette danse, née à la fin des années 50, vient d'abord d'un mouvement étudiant à contre-courant de l'art classique japonais. Ces artistes voyaient également d'un mauvais œil l'influence américaine dans la culture nippone. Ils cherchaient une nouvelle forme d'expression artistique. Les fondateurs du Buto, la danse contemporaine japonaise, sont messieurs Hijikata et Ono. Tous les deux sont décédés aujourd'hui. Ce sont eux qui ont formé la première génération du Buto. Ils sont imprégnés des événements catastrophiques qu'ils ont vécus. Ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, les 2 bombes atomiques et les bouleversements sociaux qui ont suivi. Moi, j'appartiens à la 2e génération. Je suis né après la guerre. Je n'ai pas vécu les mêmes choses. J'ai connu d'autres expériences dans ma vie. C'est pourquoi j'ai cherché mon propre style dans le Buto et je l'ai trouvé. Un style qui exprime la dualité de l'homme. Nous sommes complexes, composés de mouvements de vie et de mort. Les désastres humains engendrent souffrance morale et tristesse, et j'exprime ça par la danse. Mais dans la vie, il existe beaucoup d'autres sentiments, comme l'espoir, la joie, l'émotion suscitée par la beauté. On dit souvent que je m'inspire des événements tragiques, mais pas seulement. J'exprime aussi bien la beauté que la noirceur de l'existence humaine. Cher Ushio, c'est bien joli de vouloir exprimer la vie sur scène, mais comment s'y prend-on? Car fait très étonnant, vos danseurs ne ressemblent plus à des hommes, mais plutôt à des sentiments qui prennent forme humaine. Notre esprit est dans le sete. Le sete, c'est une situation, un environnement imaginaire auquel on accède. Et bien sûr, il évolue tout au long du spectacle. Notre esprit plonge dans ce monde et, en s'y abandonnant, crée la danse. Nos mouvements se laissent complètement guider par ce monde imaginaire. Ils sont le reflet de notre état intérieur. Cet état est la base, le fondement même de notre travail. Ensuite, c'est au spectateur de se laisser emporter ou non. Ushio Amagatsu n'impose aucune interprétation, à chacun d'y mettre du sens. Bien sûr, on peut rester de marbre devant son art, mais si on le laisse nous atteindre, on a l'impression de voir sa propre intimité en 3D.
Nous avons été très touchés par le témoignage d'un spectateur. Il venait de perdre un être cher dont il tentait de faire le deuil. Il nous a dit que notre spectacle lui avait redonné courage. Notre danse l'a aidé à surmonter sa peine, je crois. Oui, Ushio Amagatsu est un très bon antidépresseur. Son art est résolument cathartique. Le chorégraphe appartient à cette petite famille d'artistes que l'on a envie de remercier après un spectacle. Merci beaucoup, ce fut un plaisir, vraiment. Retour au Transborder de Lyon, nous sommes en plein Cinébal ici, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Le Cinébal, vous le voyez, ce sont des amateurs qui viennent redanser des scènes de films très connus. Et nous sommes en plein dans les Aristochats, ça y est, maintenant ils ont compris, ils savent le danser. C'est d'ailleurs une des volontés de cette Biennale de la danse 2012, faire danser le public, essayer de briser cette barrière qui peut exister parfois entre le spectateur dans son fauteuil et les artistes sur scène, et ça fonctionne, vous le voyez. Alors je vous le disais qu'un des grands axes de cette Biennale de la danse, c'est de faire de la place au hip-hop. Et c'est ce que nous avons choisi de faire également sur Arte cet après-midi. Vous allez voir, quand on parle de hip-hop au Japon, cela revêt des réalités très très différentes. Vous avez pu voir tout à l'heure les poppers je vais y arriver, les poppers tout à l'heure de Former Action. Et maintenant, place à quelque chose qui colle bien avec les Aristochats, quelque chose de beaucoup plus jazzy. C'est la troupe de Ripple FX. Au Japon, on appelle ça du bebop. C'est beaucoup plus zazou. Difficile d'imaginer les hip-hoppers français dans ce registre. Quoique, qui sait. Voici donc Ripple FX et on se retrouve dans une quinzaine de minutes. C'est parti. Attention.
Tell me who's that writing down the Revelator? Tell me who's that writing down the Revelator? Tell me who's that writing down the Revelator? Oh, the book of the seven seas.
sinon après on ne va pas comprendre ce qu'on doit faire. Pas de convention. Voilà, c'était donc Ripoll FX, spectacle filmé hier à la Bourse du Travail à Lyon. Tout à l'heure, vers 17h05, vous allez pouvoir découvrir le dernier spectacle de Japanese Delight qui a été découvert ici. Ce sera Mortal Kombat. Encore autre chose, mais toujours beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement et puis pas mal d'humour aussi. Mais tout de suite, retour sur la programmation de cette 15e édition de la Biennale de la danse. On l'a dit, une des volontés de Dominique Hervieux, c'était d'ouvrir la danse à un public, un nouveau public. L'autre grande direction cette année, c'est une danse qui s'ouvre à d'autres arts, qui s'ouvre au cirque, qui s'ouvre à la littérature, qui s'ouvre au théâtre. Une danse qui raconte, une danse qui s'ouvre et qui accueille d'autres imaginaires et d'autres langages. Plusieurs artistes ont répondu présents à cet appel. C'est ce qu'a pu constater Vincent Barthélémy. Regardez. La danse est en bonne compagnie à Lyon. Elle a invité la littérature, le théâtre ou le cirque à se joindre à elle le temps de la Biennale. Tous ces arts aiment se retrouver sur scène. C'est même une des particularités cette année. Les chorégraphes mélangent les arts et c'est tant mieux pour nous. Figure majeure du mélange de genres, Philippe Decoufflet. Comment appeler son style? Un alliage, un brassage, un métissage des arts? Qu'en pensez-vous, Philippe? J'en pense pas grand-chose. Moi, je dis mélange des arts, ce qui est peut-être plus générique. Panorama, présenté à la Biennale, est un best-of de ses créations. Mais de quoi diable se nourrit Philippe pour trouver toutes ces idées? De danse, bien sûr, fil conducteur de ses spectacles, mais aussi de cirque, de vidéo, de culture pop. Il chine et s'inspire de tout. De beaucoup de formes d'art, mais pas tellement de danse en réalité. J'étais très influencé par la musique, par le rock. Et puis j'étais aussi très influencé par une forme d'humour, le dessin animé Les Tex Avril, et une forme de bande dessinée qui me plaisait. Donc une manière de traiter le mouvement d'une manière complètement... Enfin, c'était assez absurde dans le dessin animé. Les bêtes de tout genre, ça crotte. Ça sent pas très bon, ça, je frotte. J'avais envie et d'amener une forme de dérision, d'absurde, de comique qui m'intéressait. Je trouvais qu'on rigolait pas assez, que c'était une forme qui, a priori, pouvait être drôle, la danse. Et d'autre part, il y avait essentiellement ce qui m'animait quand j'étais jeune, c'était un truc d'énergie, quoi. C'était d'arriver à retranscrire. C'est ce que je ressentais, moi, quand j'allais danser dans des boîtes de nuit, quand j'allais dans des concerts, que j'avais des émotions physiques très fortes. Et j'avais envie de retranscrire ça en danse. En résumé, Philippe Decoufflet est animé par une chose, rire avec son public, se payer une bonne tranche avec lui. Parce que franchement, le monde de la danse, ce n'est pas drôle tous les jours, c'est même insaisissable parfois. Et ça, le chorégraphe n'aime pas ça du tout. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de réaction, disons, vis-à-vis de ce qu'on voit souvent en danse et des clichés que promène la danse. Le fait que c'est difficile à comprendre, qu'il faut lire le programme et qu'on a besoin d'explications pour comprendre un ballet, une pièce de danse. Pourquoi au juste, alors que c'est un art fondamentalement instinctif, viscéral, qui parle du corps du danseur au corps du spectateur? Moi, j'ai pas envie qu'on ait besoin de traduction. Je pense justement qu'il faut utiliser cette espèce de puissance, cette communication directe d'un corps à un corps. Philippe Decoufflet mélange les arts pour communiquer son énergie au public. On repart plein de vie avec ses créations. C'est la qualité d'un grand chorégraphe, non? Je me suis jamais considéré comme un grand chorégraphe. J'ai vu au point de vue de l'écriture chorégraphique, j'ai vu tellement de choses que je trouvais très très fortes et que j'arrive à peine à comprendre. Moi, j'ai plus justement ma force, c'est plus de mélanger. Je fais du spectacle. Je me considère plus comme quelqu'un qui monte des spectacles que comme un chorégraphe. Et donc du coup, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est autant la musique, la lumière, la scénographie, que le mouvement. Est-ce que ça vous dérange d'être considéré comme un chorégraphe? Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, c'est juste que c'est pas. J'ai l'impression de faire un truc un petit peu plus flou et plus large que de la chorégraphie.
À Lyon, Philippe de Coufflet n'est pas le seul à faire des trucs flous, comme il dit. Bonjour. David Bobet, par exemple, a conçu Roméo et Juliette pour la Biennale. Son approche de Shakespeare est corporelle, sensuelle, à la croisée du théâtre et de la danse. Mais pourquoi prend-il lui aussi un malin plaisir à mélanger les arts ? J'essaye de faire du théâtre qui soit un peu le reflet du monde dans lequel je vis. Les choses aujourd'hui sont de moins en moins cloisonnées. La liberté de mouvement, des pensées, l'apport d'Internet, voilà, il y a quelque chose qui est beaucoup plus libre dans la transversalité. Et il me semble logique que la création d'aujourd'hui soit empreinte de ce mouvement transversal-là. Son front court, sa lèvre écarlate, son pied mignon, sa jambe fine, sa cuisse rémissante. David Bobet mélange les arts parce qu'il vit avec son temps. Le public échange par téléphone, mail, SMS. Alors après tout, les artistes peuvent bien faire la même chose et s'exprimer avec les formes à leur disposition. Ces outils révèlent même au public la modernité d'un texte du XVIe siècle comme Roméo et Juliette. Si je décide de monter Roméo et Juliette, ce texte-là, évidemment, il s'agira d'essayer de mettre mes outils à disposition des spectateurs pour servir ce texte-là et essayer de créer des passerelles, à savoir comment ce texte-là peut résonner encore aujourd'hui. Qui t'a guidé pour venir jusqu'ici? L'amour. En quoi il nous apprend des choses, en quoi d'étudier ses passions, et ses conflits et cette brutalité d'ailleurs et d'hier peut nous apprendre encore aujourd'hui très fort sur notre humanité à nous. Sur notre force de résistance, celle d'un Roméo, celle d'une Juliette, qui résiste au contexte, à la violence qui les entoure et qui résiste totalement que ça va finir par les faucher. Il y a une lecture politique qui peut se faire de ça aussi. David Bobet se met avant tout au service du sens. Il jongle avec tout, les arts, les mots, et finit aussi par inventer sa propre langue. Une langue qu'on pourrait appeler le Bobet, par exemple. J'essaie d'aborder la question de la langue, non pas comme une question littéraire, d'encre et de papier, mais la langue comme un organe, comme quelque chose qui est déjà du corps, comme quelque chose qui est déjà un mouvement de pensée qui se traduit par le corps et qui sort. La langue, quoi, quelque chose de mou, de mouillé, de dégueu, de sensuel. En couplant acrobatie et danse, ces deux circassiens donnent une autre dimension au texte de Shakespeare. Ils expriment toute la sensualité de la pièce et l'amour de Roméo et Juliette. La sensualité devient au contraire terriblement violente dans Ce que j'appelle Oubli, création 2012 d'Angelin Preljocaj. Le chorégraphe utilise le roman Ce que j'appelle Oubli de Laurent Mauvigné comme une musique qui accompagne les danseurs. Il mêle la danse à la littérature. J'étais surtout séduit, c'est curieux de dire ça, mais en fait j'étais séduit par la forme même du texte. C'est-à-dire c'est une longue phrase qui dure 60 pages. Il ne sait pas quand vient la première claque sur le visage, mais il sait que soudain on ne peut plus avancer. Donc une seule phrase, mais ça ne veut pas dire sans ponctuation, parce qu'il y a une ponctuation, ce qui donne son rythme, qui donne sa musicalité à ce texte. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est tiré d'un jet, ou bien comme un fil qu'on prend et qui nous déroule toute l'histoire, toute l'aventure de ce marginal qui donc ouvre une canette de bière dans un supermarché et se fait attraper par les vigiles qui l'emmènent dans l'arrière du magasin et commencent à le frapper, à le malmener dans une barbarie, une sauvagerie inouïe et qui finissent par le tuer. Il le frappe sans se parler. Et le bruit qui s'appelle dans son corps résonne sur les tôles du plafond, très haut l'écho, dans les réserves, leur souffle et son souffle. Les rails qui se répercutent au loin comme des balles de tennis. Et parfois le bruit d'un chariot qui charge des palettes et meurt. Ce fait divers absurde s'est passé à Lyon en décembre 2009 et Laurent Mauvigné le dissèque dans son roman. Un autre Laurent, Cazenave cette fois, jeune comédien plein d'avenir, récite le livre sur scène et les mots prennent corps avec les danseurs. Voilà. Qu'ils en finissent.
Je l'ai lu et là, ça a été un électrochoc. Je me suis dit, mais c'est vraiment le texte que j'attendais pour travailler. Parce qu'un texte de violence, un texte de sensualité, malgré tout, curieusement, un texte extrêmement... où on se demande ce qu'il advient des corps, justement. Tout le long du texte, c'est de ça dont il est question. Qu'advient-il des corps dans ces moments-là? C'est pour répondre à cette question qu'Angelin Preljocache fait danser ce roman. Comme David Bobet, mélanger les arts lui permet d'appréhender toutes les dimensions d'un texte. Comme Philippe de Coufflet, le chorégraphe veut révéler du sens au public. Je crois que le texte a un sens premier, et puis dans les interstices du texte, il y a des sens cachés, ou plus mystérieux, ou plus fantomatiques, qui sont plus des sens peut-être émotionnels, et que là, la danse peut aller chercher, dénicher et ramener à elle. Et tout à coup, en répétition, je me rappelle que bon, il y avait des choses qui ne marchaient pas du tout, et puis quand quelque chose marchait, il y avait une sorte de bulle de sens pour moi, émotionnelle, qui complétait le sens littéral du texte. Et quand j'avais ça, je me disais, je suis sur la bonne voie. Alors qu'évidemment, l'illustration ou la redondance ne permet absolument pas ça, et au contraire, ne fait que miner ce terrain de la collaboration, en fait. On pourrait dire que le mouvement est comme ce qui vient avant les mots, en fait. Même dans l'histoire de l'humanité aussi, on peut imaginer ça. Donc peut-être qu'on peut imaginer que la danse est une sorte de prétexte, mais pas au sens comme un prétexte, mais une sorte d'avant le texte, en fait. La danse est un art qui se cherche encore pour Angelin Preljocache. Elle n'a pas acquis la maturité de la peinture ou la sculpture, par exemple. Il est donc vital qu'elle s'acoquine avec eux. C'est bien votre point de vue, Angelin, non? Absolument, c'est ça. C'est parce que les autres arts ne se gênent pas, d'ailleurs, pour se nourrir des autres arts. On voit bien la peinture se nourrit de la danse, elle se nourrit de la sculpture. Enfin bon, il y a de l'architecture parfois. Enfin, tout ça circule. Et pourquoi la danse, ça ne circulerait pas? Ça resterait que une sorte de photocopie de danse qui existe. La danse, elle en est au début de son histoire. En vérité, si on compare à la musique, à la littérature, au théâtre, etc., c'est tout jeune. Les premiers ballets qu'on voit sur scène, ça date du XVIIe siècle. Donc finalement, c'est 300 ans d'histoire, c'est rien. Quand on pense au théâtre qui est antique, la musique qui est préhistorique, la littérature qui est aussi millénaire, plusieurs fois millénaire, la danse, c'est un bébé. C'est une petite fille qui demande qu'à grandir et qui a une puissance, à mon avis, incroyable. Et moi, je crois beaucoup à ça. La danse est un bébé. Quelle belle image. Elle nous plaît beaucoup, Angelin. Merci beaucoup. Angelin Preljocache, David Bobet, Philippe de Coufflet aident ce joli bébé à grandir. Et personne ici ne va s'en plaindre. La danse est un bébé, la danse va grandir. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça assez beau et assez charmant d'entendre un Angelin Preljocache tenir ce genre de propos, plein d'espoir pour la danse. Nous sommes toujours en direct du Transborder de Lyon. Vous le voyez, vous l'entendez. Le cinébal continue autour de moi. Les danseurs sont en train d'apprendre la séquence, la célébrissime séquence de la valse du Guépard de Visconti. Voilà, alors osez s'approprier les mythes du cinéma, les mythes de la danse, briser les codes, casser les mythes, c'est un peu ce qu'on attend des artistes. Celle que vous allez découvrir maintenant s'en donne à cœur joie. C'est une de ces étoiles montantes de la danse contemporaine, une personne qui soulève l'enthousiasme partout où elle passe. Et Lyon n'a bien sûr pas échappé à la règle. Elle, c'est Dada Masilo, danseuse, chorégraphe sud-africaine. À 27 ans, elle met un joli coup de pied dans la fourmilière. Elle mixe en fait ces deux cultures, c'est-à-dire la danse classique et la danse africaine. À Lyon,
Lyon, elle s'est attaquée à un gros monument, on va dire, de la danse tant qu'à faire. Elle s'est attaquée au Lac des Cygnes de Tchaïkovski et de Petit Pas, évidemment. Alors bien sûr, en découvrant son travail, on pense, et vous allez sans doute penser, à Robin Orlin, qui est une autre chorégraphe d'Afrique du Sud et qui a fait un travail de décloisonnement des cultures post-apartheid passionnant. Et bien c'est normal si on pense à Robin Orlin, puisque Dada Masilo a été son élève. Mais l'élève a grandi, le cygne prend son envol. Voici donc un portrait de l'intrépide Dada Masilo que Vincent Barthélémy a rencontré ici à Lyon. À 28 ans, Dada Masilo aime la vie. Elle vous en donne avec plaisir si vous la rencontrez. Déjà, en arrivant à notre rendez-vous, elle a une jolie manière de vous dire « Essayons d'être le plus naturel entre nous ». Vous voulez que j'enlève mes chaussures ? Dada Masilo semble être née avec cette spontanéité si précieuse. Son enfance, dans la banlieue pauvre de Soweto, en Afrique du Sud, l'a sans doute poussée à se dépasser tout le temps, à embrasser la vie plutôt qu'à la subir. À l'âge de 13 ans, elle est repérée par la Dance Factory School de Johannesburg lors d'une audition. C'est le début d'une carrière qui va sans doute marquer les esprits, non ? Peut-être. Dada Masilo est la nouvelle égérie de la danse. Son style original, à mi-chemin entre danse classique et danse africaine, séduit un public international. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il était impossible de fusionner les deux. Quand on me dit qu'une chose est impossible, l'idée m'obsède et je veux que ça devienne possible. Je suis bizarre, c'est vrai. Au début, la danse classique et la danse africaine ne se mariaient pas très bien. J'ai dû m'arranger pour que ça marche. J'ai passé des heures à danser. Quand je danse, je ne me demande pas quel mouvement je dois faire. Je me préoccupe simplement d'écouter la musique et d'interagir avec elle. Dada Masilo met un élégant coup de pied dans la fourmilière. Elle transgresse les lois de la danse classique et de la danse africaine, mais elle n'est pas du genre à foncer dans le tas. Elle connaît parfaitement les règles de ce jeu délicat. L'important pour moi, c'est de bien connaître les règles, les codes. Je ne connais pas tout de la danse classique, je continue d'apprendre. Je travaille avec des gens qui en savent bien plus que moi. Certains connaissent beaucoup mieux que moi la danse africaine. Alors si je suis coincée, si je ne sais plus comment avancer, je peux toujours les consulter. Ça compte beaucoup pour moi. C'est important de briser les codes, mais à condition de bien les connaître. On doit savoir quelles règles on transgresse et ne pas faire n'importe quoi. Si je fais référence au Lac des Cygnes, je dois connaître l'œuvre et son histoire. Ce n'est qu'ensuite que je peux la détourner. Dada Masilo détourne le Lac des Cygnes. C'est bien joli de vous dire ça, mais ça veut dire quoi ? Ça signifie qu'elle s'inspire de la version légendaire de 1895, chorégraphiée par Marius Petipa et interprétée ici en 1969 par Rudolf Nureyev et Claire Motte. Le chef-d'œuvre de Petipa a fait des petits. Pardon pour ce mauvais jeu de mots. L'année dernière, le chorégraphe Jean-Christophe Maillot, par exemple, a créé une version néoclassique. En 2001, les ballets Trocadéro se sont amusés à pasticher le Lac des Cygnes, mais n'ont pas sombré dans le ridicule, bien au contraire. Le réalisateur, Darren Aronofsky, a également utilisé le ballet pour explorer les méandres de la folie à travers le personnage de Nathalie Portman dans Black Swan, son dernier film. Enfin, des pubs l'ont souvent exploité pour vendre des télés ou du papier toilette. Eric, 38 ans, ne supporte plus les leçons de piano de sa voisine.
Le lac des Cygnes de Dada Masilo est à la fois drôle et sérieux, léger et profond. La chorégraphe nous l'a dit, elle bouscule la danse classique parce qu'elle en connaît les règles. Elle s'impose la même discipline avec ce ballet, elle le détourne parce qu'elle en connaît l'histoire. J'ai étudié Tchaïkovski, le compositeur du Lac des Cygnes, qui était homosexuel. Et j'ai aussi fait des recherches sur les cygnes. Certains sont homosexuels. C'est une espèce qu'on appelle cygne muet. L'homosexualité est présente depuis le début dans le Lac des Cygnes. Par ailleurs, j'ai beaucoup d'amis gays qui subissent des discriminations, mais qui gardent toute leur fierté. C'est donc un thème que je n'ai pas voulu laisser de côté. Je voulais le travailler et voir ce qui en sortait. Ce qu'il en sort, c'est un personnage principal gay. Cette orientation, Mathieu Bourne l'a prise en 1995 dans sa version du Lac des Cygnes. Avec Dada Masilo, Siegfried fait clairement son coming out. La chorégraphe aime prendre cette idée à la légère, en rire, mais pas seulement. Elle montre aussi toute la brutalité endurée encore aujourd'hui par un homosexuel. C'est une manière de sensibiliser, d'éveiller les consciences. Les gens peuvent bien sûr rire des gays, mais il ne faut pas oublier que certains se font tuer. On peut trouver le sujet léger, mais c'est la réalité. Bousculer les mentalités, sensibiliser le public à d'autres cultures, d'autres arts, apporter du neuf. Toutes ces intentions de Dada Masilo nous rappellent une autre danseuse. C'est pas Mata Hari, non. Je ne me souviens plus de son nom. She's Josephine Baker. Ah oui. Pour l'époque, c'est très exotique. Oups. Why exotic, you say? Je sais pas, les bananes autour de la taille, qu'elle secoue. It's too much for you? Oui, enfin, je sais pas. Je suis pas sûre que je comprenne vraiment son intention derrière tout cela. Est-ce qu'elle se moque d'elle-même? Est-ce qu'elle se moque du public? Ou est-ce qu'ils rient tous ensemble? D'ailleurs, c'est exactement la question que je me pose avec mon approche de la danse. Est-ce que je me moque de moi, de la situation, ou est-ce qu'on est tous dans le même jeu? Je dirais que le sens de mon travail, c'est de rire ensemble. Dada Masilo nous invite à nous unir par la danse pendant 1 heure, à laisser la tolérance planer dans la salle, nos émotions sortir, bref, être nature. Elle-même le fait avec sa troupe en dansant seins nus. Il n'y a rien de sexuel dans mon intention. Je veux exprimer toute la pureté et la vulnérabilité intérieure de l'être humain qui ressent quelque chose. Je veux exprimer l'aspect viscéral de cela. Quand vous êtes connecté émotionnellement avec quelque chose, vous sentez le besoin d'enlever des couches, au sens littéral du terme. Enlever des couches et laisser apparaître la vérité. Je voudrais que le public se connecte à moi viscéralement. Les images n'expriment pas la grande qualité de son spectacle, il faut le vivre. Ce soir-là, elle tenait la salle dans le creux de sa main. La franchise et la vitalité de Dada Masilo sont rares. N'espérons qu'une chose, c'est qu'elle ne les perde jamais. Je ne me soucie pas vraiment de rester à la mode ou d'être quelqu'un qui compte. Je me soucie surtout de pouvoir continuer à faire ce que je fais, quoi qu'il arrive. C'est un travail difficile qui prend du temps, mais c'est ce que je vais continuer à faire. Voilà, c'était donc Dada Masilo et son Lac des Cygnes iconoclaste. Je suis maintenant avec Morad Merzouki. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes danseur, chorégraphe de hip-hop. Vous êtes aussi, bien sûr, enfant du pays déjà et co-directeur du défilé de la Biennale qu'on a vu au début de cet après-midi. Alors là, on vient de voir Dada Masilo qui se permet beaucoup de choses avec, on va dire, le classique et les codes comme ça de la danse classique. On a entendu aussi tout à l'heure Angelin Prège-Locage qui disait que la danse était encore un bébé, c'était encore une petite fille qui demandait qu'à grandir. Et moi, je me demandais, le hip-hop, il en est où? À quel tournant il est, s'il y en a un? Alors, si la danse, c'est qu'un bébé, alors le hip-hop, il est tout juste il est à l'état de l'embryon, je sais pas. Non, mais en tout cas, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une danse qui est effectivement très jeune. 30 ans, c'est rien dans l'histoire de la danse. Et c'est une danse qui suit son chemin, qui évolue, qui continue à grandir. Ce qui est extraordinaire, c'est une danse qui vient de la rue, qui au départ
beaucoup pensaient qu'elle ne tiendrait pas plus de 2 mois, 3 mois. Et là, quand on voit comment elle évolue, à la fois dans la technique, à la fois aussi sur le travail chorégraphique et sur l'ouverture des publics aussi, c'est une danse qui ne s'adresse pas simplement aux jeunes et qui n'est pas simplement pratiquée par les jeunes. Au contraire, c'est une danse aujourd'hui qui intéresse le plus grand nombre et puis qui continue comme ça à prendre des risques, à s'essayer en se mélangeant à d'autres musiques, d'autres styles. Et donc c'est une belle histoire, donc qu'il faut qu'elle continue. Alors vous disiez que le hip-hop, vous le rappeliez, était né dans la rue. Le hip-hop, maintenant, on le retrouve beaucoup sur scène, maintenant, grâce à vous notamment, et pas seulement. Est-ce que le hip-hop perd quelque chose à se retrouver sur scène ou alors est-ce qu'il y gagne quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans ce déplacement? Alors, il perd pas, il gagne pas, c'est différent. Ouais. C'est là où c'est intéressant. Le hip-hop dans la rue est intéressant parce qu'il est spontané, parce qu'il est improvisé, il est spectaculaire, il est en lien avec la société, avec le public. Et je trouve ça extraordinaire que le hip-hop continue dans la rue. Après, sur scène, c'est autre chose. Quand on est sur scène, on va danser différemment. Le spectacle va être écrit, construit. Donc, certes, on aura perdu peut-être ce côté spontané de cette danse, mais par contre, on va gagner dans la démarche, dans l'écriture, dans le rapport au public et dans le rapport aux équipes artistiques. Et c'est ça qui me plaît. Aujourd'hui, je dis que le hip-hop, il faut qu'il continue dans la rue, mais il faut qu'il continue aussi sur scène. Et ces espèces d'aller-retour entre la rue à la scène permet au hip-hop d'en être là où il est aujourd'hui. Est-ce que ce sont les mêmes personnes d'ailleurs qui font ce va-et-vient dont vous parlez entre la rue et la scène? Est-ce que par exemple vous ou les danseurs avec lesquels vous travaillez dans votre compagnie font cet aller-retour? Oui, tout à fait. Et c'est là où c'est passionnant. Ouais. Parce que quand on est dans la rue, on vit des choses totalement différentes que sur scène. D'abord, on vient de là, on a commencé à danser là. C'est une danse qui est une danse aussi qui est liée aux citoyens, qui est liée au quotidien de notre société et qui s'inspire de tout ça. Donc il faut que le hip-hop continue en étant connecté comme ça à la société. Et puis après, quand on est sur scène, c'est tout de suite autre chose. Tout est écrit, on a les costumes, c'est une autre pression et c'est là où ça devient intéressant parce que du coup, on développe l'écriture chorégraphique d'une autre manière. Moi, j'ai l'impression que ce va-et-vient dont vous parlez, que font les danseurs, il crée aussi un rapport particulier au public. Quand on voit, même quand le public vient voir du hip-hop sur scène, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le même rapport que d'habitude avec les artistes. Il y a une générosité dans cette danse, il y a quelque chose qui est extrêmement généreux. Et c'est, je crois, ce qui fait la particularité et la force de cette danse. Alors aujourd'hui, encore une fois, quand on va danser dans le hall d'une gare, quand on va danser dans la rue, on a un public qui est devant, qui est derrière, qui est sur un poteau, qui est un peu de partout. Et donc du coup, on a quelque chose qui est à vivre, en tout cas en tant que danseur, qui est extrêmement fort, extrêmement passionnant. Puis après, quand on est sur scène, là on va essayer effectivement, avec le vocabulaire de cette danse, de raconter une histoire. On va essayer d'emmener le spectateur ailleurs. Et donc en apportant quelque chose de peut-être plus poétique, on essaie d'amener avec ce vocabulaire un véritable langage qui fait qu'on n'est pas dans la démonstration, on n'est pas dans quelque chose de complètement improvisé et c'est ce qui est intéressant. Mourad Merzouki, c'est bientôt la fin de cette interview, mais quand même je voulais vous demander, on arrive à la fin de la Biennale de la danse, c'est fini là aujourd'hui. Quelle image vous gardez en tête? Alors plein d'images très très fortes, évidemment. Moi je suis très heureux de tout ce qu'on a vécu pendant tous ces jours. Quand on voit le public, petits et grands, se déplacer pour voir la danse, on pense souvent que la danse c'est pas pour tous. Et là je crois que cette Biennale a démontré complètement le contraire. Donc bien sûr je me revois avec tous les danseurs Place Bellecour devant ces 10-12 000 spectateurs qui étaient spectateurs danseurs. Et ça on ne pouvait pas l'imaginer il y a quelques temps. De voir comme ça à l'unisson autant de monde apprendre une danse avec ce désir de danser. Donc évidemment ça m'interpelle et puis ça donne comme ça une vision sur la suite, sur l'avenir plutôt positif et ça c'est chouette. Et puis de voir aussi ces 15-16 000 spectateurs qui ont suivi la création notamment avec les Taïwanais. Donc c'est de voir effectivement
public curieux et désireux d'aller découvrir la création. Et donc je suis très heureux de voir comme ça que la danse finalement intéresse de plus en plus un grand nombre. Bon, on a la preuve ici autour de nous encore pour ce ciné-bal. Merci beaucoup. Merci, Mourad merci à vous. Et bonne fin de dimanche. Pardon. On va rester avec du hip-hop, nous, tout de suite, puisque c'est le thème majeur de ce rendez-vous, avec le dernier spectacle de Japanese Delight. Place maintenant à la troupe de Mortal Kombat. Alors si ça vous rappelle un titre de jeu vidéo, c'est pas un hasard. Vous allez voir, ces breakers mixent à toute vitesse une foule de références, du rap, de la house, du jazz, du classique, du cinéma, du manga. Ça zappe, ça se défie. Il y a beaucoup de générosité encore une fois. Nous avons filmé ce spectacle à la Bourse du Travail de Lyon hier. Voici donc Mortal Kombat.
This is more than combat. Peace. Voilà, retour au Transborder de Lyon pour la fin de ce cinébal. C'est la boum, du coup, tout le monde danse, tout le monde fait ce qu'il veut tout de suite. Je vous ai expliqué, ce sont des amateurs qui sont venus redanser des grandes scènes de danse issues de films très célèbres. Alors tout à l'heure, vous avez pu voir Mortal Kombat, le dernier opus de cette programmation Japanese Delight présentée ici à la Biennale de la danse de Lyon. Mais si vous êtes un tant soit peu amateur de hip-hop, vous savez bien que les spectacles ne se terminent jamais comme ça. On ne laisse pas les spectateurs sur leur faim. Tous les danseurs des trois formations se sont donc réunis sur scène pour un final en mode freestyle. Chacun y va de son petit solo. On a eu envie de vous faire partager ce moment pour finir cet après-midi en beauté. Voici donc Mortal Kombat, Ripple FX et Corner Action réunis hier sur la scène de la Bourse du Travail de Lyon. À savourer, c'est du freestyle.
les saluts de Japanese Delight. C'est sur ces images que l'on se quitte. J'espère que vous avez apprécié ces 2 heures de danse. Si c'est le cas, si vous en voulez encore, sachez que les 3 spectacles de Japanese Delight, mais aussi d'autres créations présentées à la Biennale cette année, sont visibles sur Internet à l'adresse Arte Live Web. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la folle équipe de Personne ne bouge. Passez une belle fin de journée et dansez, s'il vous plaît. Auf Wiedersehen.